séance de travail, Premier ministre et partenaires techniques et financiers, rencontre portée sur les actions du gouvernement. Coupure intempestive d'électricité, des moyens dégagés par le gouvernement pour résoudre le problème. Les responsables techniques de l'électricité l'ont annoncé au cours d'un point de presse. Nous sommes en pleine saison des pluies. L'Office national de la protection civile met l'accent sur la sensibilisation pour prévenir les catastrophes. Bonjour à toutes et à tous. Comme annoncé dans les titres, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan expose les actions réalisées par le gouvernement. C'était au cours d'une séance de travail avec les partenaires techniques et financiers. Le point avec Hervé Blé. Avec les partenaires au développement bien nombreux à cette rencontre, le Premier ministre a évoqué les actions réalisées par le gouvernement dans les domaines de la paix et la sécurité, de la réconciliation nationale et la cohésion sociale, de la relance économique et la reconstruction post-crise. Les réformes politiques, institutionnelles et économiques mises en œuvre, les difficultés d'exécution des projets, ce sont les préoccupations des partenaires techniques et financiers et elles ont été abordées sans détour. La façon dont la croissance économique aujourd'hui impacte la réalité sociale au niveau de la population, impacte la création d'emplois pour les jeunes qui est si importante dans le pays, socialement pour la cohésion du pays mais aussi pour la réconciliation du pays. On voit bien que tout ça c'est en mouvement. Mais qu'il faut que les choses se concrétisent, il faut qu'elles continuent à avancer dans la bonne direction. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a par exemple souligné que l'indice général de sécurité, qui était de 3,8 en janvier 2012, est passé à 1,6 au cours de ce mois de mai. Que sur le plan de la réconciliation, des avancées significatives ont été accomplies. Sur le volet économique, le Premier ministre dira que d'importantes réformes structurelles et sectorielles sont entreprises par le gouvernement afin d'assurer une croissance forte et durable. Le gouvernement va accélérer les réformes parce que c'est de ça qu'il s'agit dans tous les secteurs dont on a parlé, que ce soit la justice, la sécurité, que ce soit donc surtout le développement, de manière à ce que nous puissions faire en sorte que les choses aillent vite et beaucoup mieux. Retenons avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan que le niveau des investissements projetés sur la période 2013 à 2015 est évalué à 11 076 milliards de francs CFA. Coupure intempestive d'électricité, le mal est profond. Les responsables techniques de l'électricité étaient face à la presse pour donner les raisons liées à ce problème. Francis Boifo. Face à la presse, le directeur général adjoint chargé de la distribution de l'électricité de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE s'est voulu clair sur les raisons à l'origine des coupures intempestives d'électricité dans les ménages. D'abord, il y a la limite de capacité de certains ouvrages qui sont atteints. Deuxième cause, c'est la fraude. La fraude a atteint des proportions telles que souvent les réseaux qui ont été construits pour un certain nombre de personnes, les fraudeurs qui viennent se greffer là-dessus et qui consomment de façon abusive puisqu'ils ne payent pas, eh bien, cela amplifie le phénomène de dépassement des capacités dont j'ai parlé tout à l'heure. Troisième cause, des vols et des actes de vandalisme sur le réseau électrique. Kwasi Mathias indique que le gouvernement ivoirien a pris toutes les dispositions pour résoudre au plus pressé les problèmes d'électricité sur toute l'étendue du territoire national. Concernant le réseau de distribution, sachez que depuis 2 mois, la tutelle, le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a mené une action forte, donc dégager des moyens pour qu'on puisse faire d'importants travaux de renforcement sur le réseau. Cette opération s'achève dans 2 mois. Elle vise, selon ses initiateurs, à améliorer la qualité du réseau électrique ivoirien et à soulager les ménages, opérateurs économiques et tout autre consommateur d'électricité. Voilà, et puis bonne nouvelle, bientôt toutes les localités de plus de 500 habitants seront électrifiées sur toute l'étendue du territoire. Pour réaliser ces différents projets, un programme national d'investissement est créé. Avant sa mise en œuvre, les experts réfléchissent sur sa validation. Mamadou Kwasi. En Côte d'Ivoire, 4,5 millions de personnes installées essentiellement dans les zones rurales n'ont pas accès à l'électricité. Une situation préoccupante pour le gouvernement qui aspire faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020.
et surtout pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, OMD, en 2015. Un programme national d'investissement pour l'accès aux services énergétiques modernes est prévu. Objectif: passer de 34% à 67% de taux de fourniture d'électricité dans les ménages des zones rurales. Mais avant, les experts réfléchissent sur sa mise en œuvre. Donc toutes les localités d'au moins 500 habitants de la Côte d'Ivoire, donc un programme national d'électrification rurale a été mis en œuvre donc, pour faire la prise en compte donc, de ces localités. Ensuite, vous avez la cuisson. Au lieu de faire la cuisson avec les méthodes classiques, donc les 3 cailloux avec les foyers là-dessus, on veut faire des foyers améliorés. Les foyers améliorés qui vont avoir leur énergie de base qui va être soit le gaz naturel ou d'autres formes d'énergie qui permettent donc de faire la cuisson moderne. Le directeur pays du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, salue l'engagement du gouvernement à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Il invite donc l'État à sortir la population de la pauvreté. Pour cet atelier de validation du programme national d'investissement d'accès aux services énergétiques, la Côte d'Ivoire bénéficie du soutien des experts du Sénégal, du Bénin et du Togo, qui ont permis à leur pays de réaliser plus de 50% du taux de couverture d'électricité dans les zones rurales. Le gouvernement accroît les capacités de communication en Côte d'Ivoire avec le renforcement du réseau national de haut débit de fibre optique long de 6700 km. Ce projet va couvrir tout le pays. Le ministre de la Poste, des Techniques de l'Information et de la Communication, Bruno Koné, était sur le terrain. C'était à Thiébissou et à Didiévi. Le reportage de Soro Corona dans un commentaire de Kwadjo Kwame. L'accès à Internet dans de nombreuses localités de la Côte d'Ivoire demeure quasi inexistant. Cet outil de développement et de communication est constamment perturbé à cause de la qualité du service dans plusieurs villes du pays. Pour pallier cette insuffisance et surtout permettre à tous les Ivoiriens de se familiariser avec le langage informatique, l'État a initié la construction du réseau national haut débit de fibre optique sur l'étendue du territoire national. Ce projet viendra en complément des réseaux de fibre optique existants. D'une longueur d'environ 6700 km, il reliera les préfectures et sous-préfectures du pays. Le coût de ce projet est évalué à plus de 100 milliards de francs. Pour cette année 2013, ce sont 1400 km qui sont en réalisation. Le chantier du tronçon Thiébissou-Didiévi, long de 42 km, a été visité par le ministre de la Poste, des Technologies de l'Information et de la Communication, Bruno Nabanye-Koné. Le ministre a, au cours d'un point de presse, éclairé les journalistes sur les ambitions du chef de l'État de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Pour lui, ce défi passe par les technologies de l'information et de la communication accessibles à tous les Ivoiriens, où qu'ils soient. Un pays comme le nôtre, quand il investit dans le haut débit, à chaque fois qu'il fait 10% d'accroissement du taux de pénétration du haut débit, il crée 1 point de croissance chaque année. 1 point de croissance du PIB chaque année, vous connaissez notre PIB, faites 1 point de croissance chaque année, vous verrez que ça couvre largement ce que nous sommes en train de mettre actuellement dans les TIC. Les populations, quant à elles, saluent cette initiative du gouvernement qui va soulager tous les usagers de l'outil informatique et surtout propulser la Côte d'Ivoire vers le développement. La construction du réseau national haut débit de fibre optique va contribuer à baisser le prix des TIC, améliorer la qualité de l'Internet et de créer des emplois et de nouveaux métiers. Le directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne, Akassaé Lazare, a été élu vendredi président du conseil d'administration de l'agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques. Akassaé Lazare a été désigné à l'unanimité des 7 membres du conseil d'administration. Les détails avec Lassina Ouattara. Akassaé Lazare a été élu président du conseil d'administration de l'agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques, AIGF. Cette société d'État, administrée par 7 membres et rattachée au ministère de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, a pour objet de gérer les ressources rares que sont les fréquences. L'agence ivoirienne de gestion des fréquences aura ce rôle-là, non seulement de planifier, de contrôler
d'attribuer, mais également de coordonner l'implantation des stations radioélectriques et donc de veiller à la bonne utilisation des ressources en fréquence de façon rationnelle, optimale. L'installation et l'élection d'un président du conseil d'administration interviennent conformément aux dispositions de l'ordonnance de mars 2012 relative aux télécommunications en Côte d'Ivoire. Akassaï Laza, directeur général du groupe de médias de service public RTI, avec cette nouvelle fonction, a tenu à remercier les autorités pour la confiance renouvelée et indiqué vouloir conduire cette mission avec le soutien de tous. Je voudrais partager avec vous ma foi en un avenir prometteur pour notre structure. Certes, la tâche ne sera pas facile, car le spectre des fréquences radioélectriques et sa gestion présentent des enjeux à la fois économiques, technologiques, financiers. Mais nous savons pouvoir compter sur les expériences de tous et de chacun pour réussir notre mission dans l'intérêt de notre pays, mais aussi pour mériter la confiance que nos autorités nous témoignent. L'AIGF dispose d'un capital social de 500 millions de francs CFA et sera dirigé par un directeur général désigné par le conseil d'administration. Les journées du communicateur édition 2013 lancées à l'ISTC en présence du directeur de l'Institut, Alfred Damboussa. C'est une plateforme de présentation des travaux des étudiants en fin de cycle. Gabriel Zani. 80% de pratique et 20% de théorie, l'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC, selon les mots de son directeur, Alfred Damboussa, veut mettre les étudiants dans les conditions de travail en entreprise. Au lancement de la 10e édition des Journées du communicateur JICOM ce jeudi, le constat est net, l'Institut est passé au numérique. Par le passé, le film se faisait sur bande, sur cassette. Aujourd'hui, tout se fait par un logiciel. Donc, les données ici étant des données numériques, on peut les modifier à volonté sans risque de détériorer leur qualité. Donc, le numérique offre beaucoup d'avantages dans ce sens que il favorise la créativité. Cette 10e édition des JICOM a également choisi de réfléchir sur les enjeux du passage au numérique, thème général en plus des thèmes spécifiques qui varient d'une spécialité à une autre. Pour le directeur de l'Institut, la numérisation est devenue aujourd'hui une exigence. L'ISTC fait partie de la Côte d'Ivoire, qui elle aussi fait partie du monde, et l'actualité nous impose de nous adapter aux changements technologiques qui vont à une vitesse vertigineuse. Comme toutes les années, les JICOM sont précédés de pratiques professionnelles. Stages pratiques intensifs, 162 étudiants sur un effectif de 738 inscrits sont concernés par ces travaux, dont les conclusions seront présentées aux autorités et aux chefs d'entreprise. Les 1er de juillet prochain, date de célébration des JICOM. La nouvelle politique de la RTI, c'est d'être proche de ses téléspectateurs et de ses auditeurs. C'est dans ce cadre que plusieurs émissions sont organisées dans les villes et villages du pays. Récemment, c'est une équipe de production de la radio Côte d'Ivoire qui était dans le département de Dikodougou, Djarasoubala Hassen, RTI Boaké. 3 jours de production et de vie commune avec les populations du département des Dikodougou. Cette présence de Radio Côte d'Ivoire dans le Koufoulou rentre dans la vision du directeur général de la RTI, Akassaï Lazare, celle d'être proche des populations où qu'elles soient. La RTI, à un moment donné, était un peu éloignée, sinon dit écartée même de sa population. Ils avaient préféré écouter les autres chaînes étrangères par rapport à leur propre radio. Nous a amenés ici au nord pour échanger avec la jeunesse, échanger avec la population. Le jeune et le travail, la jeunesse et la tradition sont quelques thèmes autour desquels une dizaine de productions, dont la plus célèbre Forum Jeune, ont été enregistrées. Des enregistrements qui ont mobilisé un grand nombre de personnes, tant à Dikodougou qu'à Guimbé, en passant par Baron. Nous sommes venus, vous avez vu toute la population qui était vraiment toute enthousiasmée vraiment de votre arrivée. Et vous avez vu la population qui est sortie massivement pour vous accueillir. Et vraiment, c'est une grande première dans l'histoire de notre sous-préfecture et de notre commune. Une joie qui amène les populations cibles à exprimer leurs remerciements à ceux qui ont favorisé l'avènement de Radio Côte d'Ivoire dans cette région du pays. Permettez-moi de remercier le DG de la RTI et de remercier mon aîné, Issa Koulibaly, qui fait énormément pour le département de Dikodougou.
nous avons trouvé des populations qui avaient envie de se faire connaître, des administrateurs qui avaient vraiment aussi envie de présenter le département de Djiko-Diko. Mêler le divertissement au travail, dans le respect de la tradition. Le message de Radio Côte d'Ivoire dans le Koufoulou semble avoir été entendu. Les populations, à travers chants et danses, n'ont pas caché leur joie et leur désir de voir de tels événements se reproduire. Autre sujet, le colloque international d'hommage à la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté a pris fin mercredi dernier. Les participants venus d'Afrique et d'Europe proposent l'institution d'un prix dénommé Henriette Dagri-Diabaté. L'objectif est non seulement de rendre hommage à la grande chancelière, mais de promouvoir les valeurs qui lui sont chères, à savoir le travail, le leadership et surtout le courage. Marie-Laure Ngo. Une femme, un leader exemplaire, une référence. Les qualificatifs n'ont pas manqué pour décrire Henriette Dagri-Diabaté, la grande chancelière de Côte d'Ivoire. Le colloque international organisé en son honneur pendant 2 jours vient de prendre fin. Le ministère de la Culture et de la Francophonie tire les conclusions avec l'ensemble des participants venus notamment d'Afrique et d'Europe. Le tambour parleur chez les Baoulés, chez les Aïs, ne salue pas la femme. Mais quand la femme a des qualités exceptionnelles et quand la femme a montré son unicité, le tambour sort. Donc, mesdames, Henriette Dagri-Diabaté est femme, mais elle est femme d'État, elle est homme d'État, elle est universelle. Ambiance conviviale, mais aussi réflexion. Comment pérenniser, promouvoir les valeurs d'équité, de responsabilité, de travail, de leadership dont a fait sienne la grande chancelière? L'une des recommandations est l'instauration d'un prix dénommé Henriette Dagri-Diabaté. Le prix national Henriette Dagri-Diabaté de l'éducation et de la culture. Un prix qui nous concevrons avec notre collègue de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, devra célébrer la qualité, récompenser des chercheurs de tout genre. Et pour les futurs postulants au prix, la grande chancelière conseille. Pas à pas, j'ai travaillé, j'ai choisi, j'ai peiné et je pense que c'est tout ça, tous ces efforts de formation et de cession de ce que je sais aussi, parce que j'ai donné aussi un peu, c'est tout ça qui a fait que je me sens bien, je me sens à l'aise dans le monde moderne. Une autre direction, c'est que tout en me fondant sur la formation, je considère qu'il ne faut pas négliger sa propre culture. Pour moi, une femme est faite pour donner la vie. La femme n'est pas comme une lame qui déchire la société. Au contraire, elle est comme une aiguille qui tisse avec un fil d'or et un fil qui est cousu d'amour. Henriette Dagri-Diabaté, la question du leadership féminin, histoire et actualité, c'est le thème qui a retenu l'attention pendant ce colloque. Ce mois de mai marque le début de la saison des pluies. Le directeur général de l'Office national de la protection civile, le général Philippe Kiakre, a au cours d'un entretien défini les zones à risque en Côte d'Ivoire. Il a également recommandé des mesures de sécurité aux populations en cas d'inondation. Cette année, l'ONPC a décidé de mettre l'accent sur la sensibilisation. Objectif, prévenir les risques et catastrophes liés à la saison des pluies. Gabriel Zani. À l'intérieur du pays, comme à Abidjan, de nombreuses personnes vivent dans des bidonvilles ou sur des sites où les risques de glissement de terrain et les inondations sont fréquents en saison des pluies. Mais elles ne semblent pas s'en inquiéter. L'eau reste pas. Il n'y a rien. C'est Dieu qui va nous aider. Sinon, on n'a pas de soif. Gobélé, quartier précaire situé à Arto-Banco-Kodi, fait partie des sites à risque identifiés par l'Office national de la protection civile. Ici, tout est construit sur des pentes dangereuses et dans le bas-fond. Nous sommes ici à Cocody, il y a Boston, il y a Gobélé. Tout près de nous ici, Siad Promo, ils ont des zones à risque. C'est des zones où, au quotidien, les populations vivent dans un milieu
je dirais pas du tout assainis, et où les risques sont grands de voir l'eau détruire leur maison ou entrer dans leur maison de nuit. Des sites à risque ont été repérés également à Agboville, Diokwe, Gagnoua dans la plupart des villes côtières. Comme toutes les années, l'Office national de la protection civile compte sur la sensibilisation et demande aux Ivoiriens d'éviter les zones d'inondation. Si on a un appel à lancer aux automobilistes, un temps soit peu, qu'ils carrent leurs véhicules dans une zone sécurisée et qu'ils évitent de forcer lorsque l'eau a envahi la chaussée et que cette eau-là coule à flot. La force de l'eau peut emporter et les véhicules et les occupants. Cette année, selon le directeur de l'ONPC, plus de 2600 ménages sont concernés par l'opération de déguerpissement qui sera lancée bientôt par le ministère de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Et puis à Bouaké, le ministère de l'Environnement lance le projet de professionnalisation de la filière des déchets. Ce projet porteur va générer plus de 10 000 emplois. Reportage à Mississoko, commentaire Kwadjo Kwame. Sortir la filière de la précollecte des déchets solides ménagers, de l'informel. Tel est l'objectif de l'Agence nationale de la salubrité urbaine ANASUR. Cette agence vient de lancer la phase pilote du projet de professionnalisation de la filière des déchets solides ménagers à Bouaké. Ce projet vise la création de plus de 10 000 emplois, l'amélioration des conditions de vie des précollecteurs, leur formation au métier de la gestion des ordures. Nos précollecteurs ont longtemps duré dans l'informel. Nous avons donc décidé de les accompagner. En étendant cette méthode à toute la population, nous allons atteindre d'ici 2015 autour de 10 à 15 000 emplois. Le secteur des déchets peut représenter plus de 11% du PIB, employer 9% de la population active et procurer 8% des recettes d'exportation. Au nombre de 500, dont 239 en service, les précollecteurs accueillent ce projet avec beaucoup de satisfaction. Je suis très ravi, puisqu'il a fait déjà 10 ans dedans. Je vais approfondir encore le mieux le travail. Cette cérémonie a été suivie de l'inauguration du centre d'incubation, c'est-à-dire une pépinière des petites et moyennes entreprises, et de la remise des tricycles d'équipements de salubrité aux précollecteurs par le ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Pendant 3 jours, un atelier de renforcement des capacités des acteurs de la salubrité se déroulera sur le thème « La collecte sélective de la valorisation des déchets, source d'emploi durable ». Dans le domaine de l'agriculture, le monde rural rencontre d'énormes difficultés. Le ministère de l'Agriculture a donc initié le projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation, Propacom. Ce projet vise à réduire la pauvreté en milieu rural et à l'amélioration de la sécurité alimentaire. Ouattara Mamadou et Kwadjo Kwame. En Côte d'Ivoire, l'agriculture contribue à hauteur de 70% aux recettes d'exportation. Le secteur agricole est la première source d'emploi du pays en tout temps, avec plus de 60% du taux de l'emploi. Cependant, l'agriculture souffre de plusieurs maux qui sont, entre autres, l'état de dégradation avancée et l'abandon des bas-fonds, des périmètres rizicoles et maraîchers, le manque d'appui à la transformation et à la commercialisation des produits vivriers. Également, le besoin croissant en infrastructures et en équipements agricoles. Face à ces difficultés, le ministère de l'Agriculture, avec l'appui de ses partenaires, initie différents programmes de développement agricole, notamment le projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation Propacom. Le Propacom vise la réduction de la pauvreté en milieu rural et l'amélioration de la sécurité alimentaire de façon durable. En chiffres, actuellement, c'est 16 milliards de francs CFA. Concrètement, nous sommes en train de formuler sur le terrain pour 411 milliards de francs CFA de projets, dont à partir de septembre et décembre, les premiers projets vont commencer à être mis en œuvre sur le terrain. Et dans les 3 premiers mois de 2014, le reste des projets seront mis en œuvre. Les autorités administratives et les populations de la région de Bouaké ont été informées et sensibilisées sur les nombreux atouts du dit projet.
Au nombre de ces atouts, on peut citer la réhabilitation de plus de 2000 hectares de périmètre de bas-fond, la réhabilitation de 60 km de pistes de désert agricoles, la mise à la disposition des groupements agricoles de 120 motoculteurs et de 100 batteuses. Ces nouvelles ont réjoui la cible constituée d'organisations paysannes, de femmes et de jeunes sans emploi, ainsi que des ex-combattants. Cette cible place en ce projet beaucoup d'espoir. Propacom, tel que ça a été présenté, si on arrive à mettre en place tous les aspects de ce projet, je crois que dans les 5 années à venir, la pauvreté dans notre zone vraiment va connaître une diminution très grande. On est très heureux, nous les producteurs de la vallée du Bandama. Désormais, nous, ce qu'on faisait avant, comme il y aura des formations, donc les formations qui vont nous montrer, c'est sur ça qu'on va travailler plus encore. Après la ville de Bouaké, dans la région de Bouaké, la tournée d'information et de sensibilisation des populations du projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation Propacom visitera les districts du Zanzan et des Savanes. Dans le milieu de la cacaoculture, les pisteurs jouent un rôle important, mais parfois ils sont objets de beaucoup de reproches. Avec la réforme de la filière café-cacao, ceux-ci ont décidé de réorganiser leur secteur. Eugène Atoubé. Changement notable dans la filière café-cacao, changement notable aussi entrevu dans le milieu des pisteurs. Ces acteurs incontournables dans le processus de commercialisation ont pris l'engagement devant les responsables du conseil café-cacao de la région de Soubré d'assainir leur milieu à l'aune de la réforme de la filière café-cacao. Nous avons plus de 1800 pisteurs, mais aujourd'hui tout le monde a des difficultés parce que la marge est très réduite, ce qui fait que ça touche les mandats des pisteurs. Donc nous souhaiterons que la marge soit revue à la hausse et aussi revoir un peu au niveau du racket, puisque au fin fond de la brousse, on a encore des cas de racket. Les doléances seront transmises à nos responsables, mais certaines doléances déjà en local ici peuvent trouver une solution, notamment l'organisation de leur corps. Et nous avons pris les dispositions avec leur organisation, notamment les 2 syndicats. Nous avons également pris des dispositions avec d'autres acteurs qui sont les acheteurs pour que des solutions leur soient proposées. Pour pérenniser les acquis dans la région de Soubré de la réforme de la filière café-cacao, les responsables au plan local de la filière se proposent de créer un cadre d'échange regroupant pisteurs, acheteurs et forces de l'ordre, ainsi que tous les autres acteurs intervenant dans la filière. Pour cette campagne, plus de 50 pisteurs croupissent encore en prison après les plaintes de leurs victimes. Les acheteurs agréés les accusent de détourner l'argent mis à leur disposition pour l'achat des produits Borchamp. Et puis en bref, 18 mai 2005, 18 mai 2013, cela fait 8 ans jour pour jour que les enfants du père fondateur de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, ont décidé à Paris d'unir leurs forces. Le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, à l'époque prenait ainsi l'engagement de s'unir autour des valeurs de dialogue, de démocratie, de solidarité et de paix. 27 pays africains ont réfléchi sur les nouveaux types de formation dans le domaine de la vaccination. Ces pays ont également penché sur la mise à jour de la liste des vaccins actualisée depuis 2006. Le point avec Kwasi Mamadou. Le taux de vaccination en Afrique demeure toujours faible malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation. Ces informations sont de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Mais cette situation n'empêche pas la poursuite des recherches en vue de trouver de nouveaux vaccins. À ces vaccins, il faut une formation adaptée pour sa mise en œuvre. La liste de vaccins et le curriculum de formation adopté en 2006 s'avère dépassé avec les nouvelles découvertes. Les enseignants des facultés de médecine et des écoles de formation des infirmiers et des sages-femmes renforcent alors leurs capacités. En matière de sciences, les choses évoluent. Et donc, en matière de vaccination également, les choses évoluent. Entre 2006 et aujourd'hui, il y a plusieurs nouveaux vaccins qui ont été ajoutés donc, à la liste des vaccins qui existent. Il y a par exemple le vaccin contre les infections à pneumocoque, les vaccins contre les rotavirus, les vaccins contre les méningites à méningocoque A, etc., qui se sont ajoutés. Donc il faut que les futurs agents de santé puissent connaître également ces vaccins pour être à l'aise dans la mise en œuvre de ces activités-là une fois sur le terrain. La rencontre de Grand Bassam réunit des participants venus de 27 pays d'Afrique. Tous ont à cœur de relancer les plans nationaux de développement sanitaire en vue d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement en 2015.
Quelques brèves en provenance de l'étranger pour terminer. Crise au Mali, le Bénin offre l'asile politique au putschiste Amadou Sanogo. Et puis au Zimbabwe, un professeur d'université a été condamné à 3 mois de prison et incarcéré vendredi pour avoir insulté en public Robert Mugabe. Et en France, pour terminer, le président Hollande promulgue le mariage pour tous. La loi française stipule désormais que les couples de même sexe ont le droit de se marier et d'adopter des enfants. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité.